On est prêt, moteur! Mademoiselle Doré, je dois vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. Je sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Il nous faudrait quelque chose de dynamique et entraînant. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. On commence le jeu, les retardataires sont éliminés. Alors voilà, bienvenue dans cette nouvelle édition des Hallucinés. L'émission que nous vous proposons aujourd'hui se promet d'être exceptionnelle, et ce, à plus d'un titre. D'abord, avec le retour de Toxi et sa chronique livres et cinéma, puis avec une pause musicale d'anthologie suivie d'un tir au pigeon, où chacun dira son coup de gueule ou son coup de cœur, et ce, en toute subjectivité. Pascal sera là aussi, mais pour ne pas faire que l'émission dure 2h15, il a décidé, de son propre chef, de se sacrifier. Et vous retrouverez sa fameuse chronique sur les compositeurs de musique de film dans la prochaine émission. Ou pas. Et enfin, nous finirons par le moment que vous attendez tous, le quiz, où nous entrerons dans une nouvelle ère, avec, en exclusivité mondiale, une rubrique présentée par un GM, un gentil membre de l'équipe des Hallucinés. Je vous laisse la surprise. Mais pour commencer, voici venu Martial, qui va maltraiter les prochains frères célèbres du cinéma, Lucas et Valentin Dupuis, accompagnés du vaincu de leur cœur, leur acteur fétiche de leur premier long métrage, Mâle et Fils. J'ai nommé Anthony Pantaléo. Alors accrochez-vous à vos fauteuils, les Hallucinés, saison 3, épisode 5, c'est parti. Attention, vous êtes prêts, action! Alors, au cinéma, il y a eu les frères Cohen, les frères Dardenne, à présent, ce sont les sœurs Wachowski. En France, on a les frères Lumière, les frères Podalides, les frères Larieux. Eh bien, nous, on est heureux d'accueillir aujourd'hui les frères Dupuis, Lucas et Valentin Dupuis. Donc, ils viennent de réaliser un film intitulé Maléfice. Et à leur côté, on accueille également l'un des acteurs principaux de ce film, Anthony Pantaléo. Alors bonjour Lucas, bonjour Valentin, bonjour Anthony. Bonjour à tous. Alors merci d'avoir accepté l'invitation. Et alors ce film a été projeté pour la première fois le 17 février dernier lors d'une projection test privée au cinéma Pathé d'Archamps. Alors ce que j'aimerais savoir déjà, c'est comment tous les trois vous avez vécu cette première projection devant un public. C'était incroyable. Moi, je me présente. Voilà, c'est Lucas qui parle. C'est voilà, Lucas, oui. Lucas, et c'était un moment incroyable pour nous parce que c'était la première fois qu'on montrait notre travail sur un grand écran comme ça. Pour nous, c'était une satisfaction personnelle sur le plan de cinématographique, tout ça. Puis après, c'est en fonction de ce que les gens aussi ont ressenti. En tout cas, pour nous, c'était impressionnant. L'impression de voir x100 le film, qu'on a l'habitude de voir pendant des centaines de fois sur un ordinateur. Là, de voir le son et l'image, l'impression qu'on changeait de dimension. C'était un truc assez unique, en tout cas pour des cinéastes. Un premier film, c'est vraiment assez unique à vivre. Ouais. Mm-hmm. Et Anthony ? Oui, tout à fait. Oui, ça a été une expérience formidable. C'est une première pour toi aussi, je crois, Anthony dans le cinéma comme ça. Ah oui, moi ça a été vraiment... Première expérience à l'écran et puis dans un cinéma, quoi. Ça a été une première pour moi dans un long métrage comme ça, oui. Alors, on va d'abord parler effectivement du film et après on parlera de votre expérience en tant qu'acteur et réalisateur. Alors, le film, je disais, donc s'appelle Maléfice. En fait, c'est un jeu de mots. Ça s'écrit mâle comme le genre masculin et fils comme l'enfant du père. Donc, le film parle en fait de la relation père-fils. Alors, on va écouter la bande-annonce. Nous allons maintenant, cher public, mimer
des émotions précises. Père, je te hais. Je vous le dis, monsieur. Quel que soit votre malheur, vous pourrez toujours compter sur votre vieil Achille. Donc si je comprends bien, votre motivation principale, c'est tout simplement d'être connu. Ouais. Enfin, motivation, non. À la base, moi, mon vrai kiff, c'est de chanter. Laisse-moi pisser ton énorme frise. Tout le monde rêve de devenir une star comme ça d'un claquement de doigts. Je te donne 7 ans pour percer dans la chanson et me rapporter 7 fois ma mise. Alors, t'es prêt à rentrer dans l'arène ? Alors, il y a une nouvelle bande-annonce là qui est sortie le 2 mars avec une atmosphère et une musique plus mystérieuse, on va dire. Alors, je disais, voilà, le film parle de la relation père-fils et l'originalité, c'est qu'il est en fait en 2 parties. Les 2 parties sont 2 moyens-métrages d'une durée strictement de la même durée, 39 minutes. Et chacune des parties raconte une histoire différente, avec des personnages différents, un genre cinématographique différent, mais toujours sur le thème de la relation père-fils. Alors, pour entrer dans le détail, la première partie, intitulée « Dire son rêve au monde », alors que c'est un film à mi-chemin entre rêve, enfin, je dirais cauchemar même, et rêve et réalité. Et donc, on suit Stéphane, qui a 30 ans, qui erre dans les ruines d'une bâtisse. Alors, on le voit répéter une pièce de théâtre sur le thème de la paternité. Et on comprend très vite que le Stéphane, en fait, il patauge dans des souvenirs traumatiques d'un père qu'il a brisé. La seconde partie, qui s'appelle « Adieu le père ». Donc là, on suit la journée trépidante de Gabriel, qui a 32 ans. Donc c'est une petite vedette locale du côté de Colmar et qui passe cette fois-ci à un casting parisien. Donc en fait, il tente le tout pour honorer le défi que lui a lancé son père plusieurs années auparavant, c'est-à-dire percer dans la chanson en seulement 7 ans. La relation père-fils dont on parle, on voit qu'elle est assez conflictuelle, aussi bien dans la première partie que la deuxième partie. Alors qu'est-ce qui a guidé ce choix de thème ? Est-ce que ça va bien avec votre père ? Alors en fait, comme je dis souvent, l'essentiel reste en fait cinématographique et symbolique, puisque je crois que plus que on va dire une inspiration personnelle, ça reste des films qui nous ont beaucoup marqués à Lucas et moi, et on en parlait il y a quelques jours, mais on parlait par exemple de David Lynch, de Kubrick ou Tarkovsky, qui nous ont beaucoup marqués avec des travelling, des choses très fortes comme ça, et il y avait des choses qui, avec notre sensibilité et ce qu'on a plus ou moins capté, nous ont beaucoup touchés, et on a voulu, je pense, en faire quelque chose. En tout cas, on a vraiment voulu essayer de nous-mêmes redonner un film avec toutes ces ambiances qu'on avait pu voir depuis notre adolescence. Enfin, ça a commencé à la fin de l'adolescence, mais on a quand même vu beaucoup de films de genre, des choses qui nous ont, qui étaient vraiment très spéciales au niveau des atmosphères. On a toujours été attirés par ces films, et on voulait en faire un du même style, en fait. On a toujours voulu. Donc voilà un peu comment est venue la thématique, on va dire, peut-être un peu difficile. Enfin, on voulait pas choisir un truc forcément simple, quoi. On a voulu s'imposer un défi avec une thématique plutôt difficile à réaliser. C'était un truc qui nous motivait. Mais cette thématique de la relation père-fils, en quoi elle vous importait, elle vous tenait à cœur ? Peut-être laisser Lucas répondre là-dessus. Lucas ? C'était une bonne question. On n'a pas pensé à ça tout de suite. En fait, ça c'est venu comme ça, en fait. Ouais. L'histoire, en fait, s'est déroulée d'elle-même. Parce que nous, à la base, on vient du monde du court-métrage, et on a fait beaucoup de courts-métrages sur des personnages qui étaient toujours assez sombres. On a fait pas mal de courts-métrages sur Dracula, où il y avait pas mal de fantastique aussi. Et voilà, le Maléfice a été la suite logique un peu peut-être de ce monde un peu sombre, et on est parti là-dessus. Ouais. Peut-être qu'il y a eu un film qui nous a marqué. Je crois que c'est un film avec. Alors c'est un acteur, je ne me rappelle plus le nom. Il joue dans les vieux Spider-Man, qui joue le patron du Daily Bugle, qui a joué dans un film qui s'appelle Tout Splash ou quelque chose comme ça, ou Splash, je me rappelle plus. Qui est un musicien. Whiplash, pardon, voilà. Et ce film nous a vraiment marqué sur l'autorité du type, ça nous a vraiment marqué pendant.
Et on s'est dit, un type comme ça, version père par exemple, ou dans une relation de famille, qu'est-ce que ça donnerait? Et peut-être qu'il y a eu... J.K. Simmons. Ouais. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, l'acteur. Et je me suis dit, on s'est dit en tout cas, je crois que particulièrement avec ce film qui nous a beaucoup marqué, et on s'est dit pourquoi pas essayer quelque chose du même genre, mais cette fois-ci avec une relation père-fils. Voilà. Donc après, un scénario est venu depuis là, et puis on a un speech, voilà, une idée est venue autour de ça, et puis on a tourné comme ça. Et là, de façon plus anecdotique, j'ai entendu, comment est née vraiment l'histoire? Parce que j'ai entendu dans une interview qu'elle est arrivée au Mont-Saint-Michel. Exactement. Je sais pas, Lucas? Eh ben, ouais, c'est vrai qu'on est. Alors, on n'est pas directement à la base attiré par le mysticisme, mais je sais pas, il s'est passé quelque chose là-bas en tout cas. Il y avait vraiment un truc qui est tombé, une révélation, ouais. Un titre qui est tombé et. En fait, c'était, pour te compléter, Lucas, c'était le premier titre du film qui s'appelait L'Enfer des Anges au départ. Ouais, ça, c'était une reprise. Enfin, le titre est une reprise d'un. On ne le savait pas au départ, mais c'est un vieux film de 1940 avec des acteurs français. Je sais plus qui y a dedans. Enfin, c'est sur des enfants. C'est pas du tout le même scénario. Enfin bref, on a su après qu'il y avait un même film. Et nous, on est parti sur ce titre-là. Et le titre nous est arrivé à la suite d'un voyage. On est parti, je crois, le 1er janvier 2021. Voyez, c'était très beau en plus. Et le soir même, je crois que le titre est inspiré à Lucas. Et là, on savait qu'on allait passer d'une comédie, puisqu'on était sur une comédie anciennement, à un film dramatique, parce qu'avec un tel titre, on s'est dit ça ne pourra que être dramatique. Et donc, avec l'arrivée de l'Enfer des Anges, on s'est dit il y a un truc à faire avec des personnages qui viennent vivre des choses très compliquées sur Terre. Ouais. Il y avait déjà cette notion d'opposé, en fait. Ah oui, d'accord. Il y avait déjà cette dualité. Ouais. En fait, c'est une sorte d'une dualité maléfice. Au niveau des titres, il y a eu aussi Bon Baiser de Suisse, je crois. Alors ça, c'est plus vieux, ça. Oui, ça c'est pré-Covid. C'était le projet sur lequel on était avant le Covid. Okay. Et le voyage au Mont-Saint-Michel a carrément fait une scission avec ça. Puisque on vivait des choses très compliquées, on se rappelle tous des restrictions et tout ça, ce qui fait que les tournages sont devenus très compliqués. Des personnes aussi, des partenaires ont préféré arrêter parce que vu les restrictions en cours, à l'époque c'était en vigueur, c'était très compliqué pour continuer les tournages, donc ça nous a carrément permis de tourner la page, mon frère et moi, parce qu'on s'était dit bon, on a essayé quelque chose sur le thème de la comédie, mais on n'avait pas l'impression que c'était quelque chose qui nous parlait beaucoup. Donc on a profité de ça, carrément. Peut-être au moins le Covid nous a servi à ça, c'est de pouvoir partir sur autre chose en fait, grâce à ce voyage et puis ce titre dramatique qui nous est venu en latin au départ. Et en latin, ça sonnait beaucoup moins que l'Enfer des Anges. Donc on s'est dit bon, l'Enfer des Anges est arrivé, et puis ensuite bon, on n'a pas le temps de faire tout le déroulé, mais le titre a changé en cours de route, puisque le film était en 3 parties, on a laissé de côté la première, qui était malheureusement trop coûteuse au niveau des effets spéciaux à financer. Qui existe quand même dans une bande-annonce. C'est ça, exactement. Qui a l'air intéressant. Exactement, la première partie existe, et en fait on retrouve les 2 autres parties que Martial a lancées tout à l'heure, à la fin en fait, mais ça commence par la première partie qu'on a mis de côté et qui parle d'un conflit militaire. Donc encore une fois, c'était pas loin de l'actualité, en tout cas qu'on vit encore, quoi. Mais on n'a pas fait exprès non plus, puisque le film avait été lancé avant même le conflit, donc on dirait qu'on suit un truc comme ça. Nous, on est souvent raccord avec des choses dans l'actualité, alors qu'on a... C'est pas une partie qui pourrait sortir sous la forme de court-métrage ou je laisse peut-être Lucas répondre à tout. Oui, ça pourrait tout à fait faire un court-métrage. Ça pourrait même faire un scénario de long-métrage, même le scénario d'une phase. On pourrait l'étirer dans une série, on pourrait faire pas mal de... Il y a un gros potentiel, oui, avec ce court-métrage qui s'appellerait Oppression. Et ça sorti, ça durerait 26 minutes à peu près. Mais là, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec Maléfice, qui est plus un film d'auteur où on pose une ambiance, quelque chose. Là, c'était vraiment, ce court-métrage, c'était pour un peu l'héritage du cinéma américain qui nous a un peu bercé notre enfance, quoi. Voilà, Massacre à la tronçonneuse. Je rigole. Non, mais voilà, c'était plus un héritage de mes années Spielberg. Voilà, j'ai été très marqué par les Indiana Jones, et il y avait la scène du tank dans le 3e épisode m'a vraiment marqué. Et puis je crois que c'est cette scène qui m'avait lancé l'idée de faire une scène avec un char, quoi, avec un blindé, mais c'est pour l'instant très coûteux, quoi. Mais ça a été tourné.
Alors, pour revenir au film Maléfice, alors Lucas, tu parlais de dualité, et je trouvais que dans le film, on a une autre dualité, c'est entre... vous opposez souvent l'argent à l'art, enfin l'argent qui est incarné souvent par le père qui est assez à l'aise financièrement, et l'art qui est incarné par le fils. Dans le premier, il fait du théâtre, et dans le deuxième, de la chanson. Est-ce que ça fait partie des choses que vous vouliez aborder, cette dualité, l'art et l'argent? Alors, inconsciemment peut-être. Ouais. C'est marrant que tu en parles, oui, parce que effectivement, ça ressort, oui. Ah oui, parce ça que ressort. le scénario de Bon baiser de Suisse, qui était une comédie satirique, en fait, on avait déjà plus ou moins abordé. On se moquait des riches. On avait en fait fait un espèce de milliardaire excentrique, totalement fou. On avait des riches en Suisse. Oui, apparemment. Ouais. Dernière nouvelle, oui, il y en a quelques-uns. Ouais, donc oui, en fait, c'était là sur un milliardaire qui est très fantasque, on l'avait mis très coloré, et en fait, il y avait tout un discours autour de la bourgeoisie, du pouvoir, voilà. On avait mis un espèce de verre de vin immense qui, en fait, c'est pas un verre de vin, vous savez, on met des capsules de café dedans, enfin, ça sert à décorer, mais nous, on l'a rempli une bouteille entière presque dedans, et puis il était en train de déguster son grand vin. Donc en fait, je pense qu'il y a peut-être des choses inconsciemment qu'on a peut-être repris de ce truc-là, mais c'est pas très. Je pense que c'est pas très tranché, mais c'est inconscient. Ouais. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui malgré nous sont ressorties dans le film. Ouais. D'accord. Là, on a parlé du fond, on va parler de la forme. Alors, je crois que Florent avait une question sur le. Oui, bon, après, c'est des questions quand je vous ai déjà posées les quelques fois où on s'est vu précédemment. On les voit sur l'écran aussi, c'est vos inspirations, vos influences, et est-ce que vous avez aussi placé des clins d'œil volontaires ou pas ou dans le film? Il y en aurait peut-être un qui est évident, c'est quand il y a un travelling à un moment donné sur Stéphane Petit avec sa trottinette dans un couloir. Vous avez vu la référence peut-être à vos gamins sur sa bicyclette. Ouais. Voilà, donc il y a des petits... En plus dark. Des petits clins d'œil. Des petits clins d'œil comme ça parsemés, mais après ça s'est plus fait indirectement, je pense, inconsciemment. Ouais. Mais celui-là, il était volontairement placé. Je pense aussi à un travelling avant sur le portrait qu'en fait Pierrot, donc adulte, a gardé avec lui de son enfance, très certainement dans l'histoire. C'est comme il est traumatisé par le personnage de Pierrot. À la fois c'est son antidote et son poison un petit peu. Donc en fait, il a gardé un portrait de Pierrot, certainement de son père, qu'on voit dans le film à un moment donné, où on voit un Pierrot. Donc c'est un tableau, Lucas, tu me corrigeras si je me trompe, de Rossi, je crois, c'est un peintre italien, il me semble. Et c'est un Pierrot qui se prépare à entrer en scène, donc il se regarde dans une glace. D'ailleurs, il y a une scène avec une glace dans le film. Et en fait, ce travelling nous vient, je pense... Alors peut-être que c'est moi, peut-être qu'il a été un peu plus influencé par ça, mais peut-être de Tarkovsky. Dans le film Stalker, il me semble que j'ai été marqué par un travelling aussi, un petit peu avec en clair-obscur, avec beaucoup de noir. Enfin, on a joué sur les blancs, les noirs, des choses très obscures comme ça, et puis des choses qui avancent dans le noir, très mystérieuses, avec des sujets éclairés, des choses qui nous captent. Moi, je pense peut-être plus à lui pour cette partie-là. Ouais. Un Pierrot que tu joues, toi, d'ailleurs. Oui. Ouais. Sans barbe. Sans barbe, exactement. D'ailleurs, Lucas, tu es aussi acteur, puisqu'on te voit dans le segment qu'aurait dû être dans l'Enfer des Anges, dans le premier segment. Oui, parce que je suis un... Vous êtes multitâche et multitalentueux. On a des grosses tâches nous-mêmes, d'ailleurs. Non, mais comme je suis quelqu'un de très très timide, c'est vrai que le fait de jouer, ça aide à lâcher des choses, et si ça peut servir à jouer des rôles, incarner des rôles... Ça nous a... Alors après, pour ces projets-là, on n'a pas été chercher très loin. En fait, on a incarné un peu, on va dire, nos propres personnages. Enfin, on peut y mettre beaucoup de ses propres angoisses dans ses rôles. Et moi, comme Valentin, voilà, sur la comédie Bon baiser de Suisse, il devait jouer le milliardaire excentrique. C'est lui qui devait le jouer, donc il était en clown. Et on s'est dit, quand il était déguisé, ça fait un peu trop de Joker, c'est vu et revu. Par contre, tu aurais bien la physionomie pour jouer Pierrot. Ton visage pourrait bien aller. Puis on s'était dit qu'un Pierrot dans un film, ça s'est pas souvent vu. Enfin, à moins que il y a peut-être des films qui ont existé avec ce personnage. Oui, beaucoup moins que certaines autres figures. Ouais, parce que c'est vrai que les Américains, ils sont toujours sur des clowns, des clowns psychopathes. Nous, on pensait qu'un
un Pierrot, ça s'était pas souvent fait, quoi. Sous cet angle-là, c'est vrai que c'est beaucoup plus original. Ouais, pour l'anecdote, en fait, je crois que c'était pour l'ancien film, on a fait des tests avec moi maquillé, et j'avais dû enlever, parce que le personnage avait une perruque, j'ai dû l'enlever pour une pause repas, et j'étais en train de penser à un truc un peu dans mes pensées, et avec une expression assez triste, et Lucas m'a dit, tiens, avec un chapeau sur la tête sans barbe, ça pourrait bien faire Pierrot. Ça. Il y avait un fond dramatique là, sur le visage qui était... Ouais. Il y avait un truc à exploiter au niveau dramatique, et on s'est dit bon, on a rangé ça dans un coin, puis on s'est dit bon, peut-être que ça ressortira un jour. Et effectivement, c'est ressorti un peu plus tard, quoi. Voilà. Alors, puisqu'on est dans le casting, c'est vrai qu'il y a un très bon casting sur ce film. Et parmi les personnages, il y en a un que l'on retient particulièrement, c'est celui de Gabriel, qui est le chanteur de rue à Colmar, et qui se présente à ce fameux casting parisien. Alors, le Gabriel, c'est une sorte de mix entre Johnny Hallyday et Mike Brandt. Il est surprenant, exubérant, on se dit qu'il en fait trop. Un peu et puis irritant. Quand on le rencontre après, oui. On s'aperçoit qu'il en fait pas tant que ça, en fait. C'est quand on est la bestiole après. Donc, c'est un personnage effectivement un peu irritant, mais aussi attachant et assez touchant sur la dernière partie du film. Donc, il est incarné par Anthony Pantaleo. Alors, Anthony, comment s'est passée la rencontre avec les deux frères Dupuis? Très simplement, dans la rue, j'étais en train de chanter, et puis ils ont dû m'entendre, et puis ils ont voulu savoir où c'est que j'en étais, quoi. Pour justement me contacter sur Facebook. Ouais, on s'est connus comme ça sur Facebook. Ils m'ont lancé une invitation, enfin ils m'ont comment ça s'appelle, Messenger. Mon Messenger, entre guillemets, ouais. Et puis, ça s'est passé comme ça, quoi. Ils m'ont envoyé un petit message. J'ai trouvé son nom grâce à mon coiffeur à l'époque. D'accord. Et j'ai osé lui... Enfin, j'ai dit, voilà, vous connaissez quelqu'un qui... on le repère facilement. Il chante souvent dans la rue, il est grand. C'est à Besançon, c'est ça? À Besançon, ouais. Besançon, ouais. Il m'a dit, mais je le connais très bien, il s'appelle Anthony. Je crois qu'il était déjà passé se faire coiffer, peut-être certainement. Mais il m'a dit, voilà, il s'appelle Anthony Pantaleo, il a un contact Facebook, donc essayez. Et j'ai dit, bon, voilà, je me suis lancé, je l'ai contacté directement, quoi. Je lui ai envoyé un message en lui expliquant la démarche, qu'on était sur un projet de film et qu'on l'avait repéré, etc. Et puis, suite à un rêve que j'ai fait, plus ou moins prémonitoire, où ça se passait très bien, parce que je lui proposais, je le rencontrais dans la rue, dans mon rêve, je lui proposais, il était ravi, il me disait, je suis ravi que vous me proposiez ça. Ça va formidablement bien se passer. Et puis, bon, je me suis dit, bon, ça m'a conforté dans l'idée que ça allait le faire, quoi. Effectivement. Parce que, Anthony, comment en fait c'est construit le personnage? Parce que effectivement, comme le sous-entendait Florent, en te connaissant, on s'aperçoit qu'il s'inspire beaucoup de ta propre personnalité. Voilà. Comment ça s'est discuté? Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est moi, ma personnalité à la base, qui suis quand même un petit peu comme ça, puis que ça n'a pas trop été difficile pour justement jouer ce rôle. Hein. Donc, oui, t'as tout à fait raison de dire ça. En disant que c'est un petit peu moi qui fait le rôle de vraiment naturellement, quoi. Ouais, ça a bien casté, et puis ça. Moi, je pense que Valentin et Lucas sont très ravis. Oui, parce que vous aviez un personnage déjà en tête, ou alors c'est en connaissant Anthony que vous en êtes inspiré? Comment c'est? C'est toi qui l'as vu, hein, en premier. Ouais, alors je sais plus si j'ai eu... Ah, tu m'as vu dans Besançon? Oui, je t'ai vu. Je sais pas si j'ai eu l'idée d'un chanteur avant que je le voie. Ça, je pourrais plus déterminer. Je pense certainement que c'est la vue d'Anthony qui a dû passer dans la rue. C'était une rue très passante où il y a beaucoup de restaurants à Besançon, qui est une très jolie rue, peut-être la plus jolie de Besançon, où je l'ai vu passer plusieurs fois. Et puis une autre fois, je crois, pas loin du tunnel, où la voix, alors là, c'était vraiment... époustouflant, ouais. Je me suis dit, on l'entendait déjà de l'extérieur même en plein jour, c'est incroyable. Et je me suis dit, là, ce mec-là, il y a un truc, quoi. Ça nous a donné l'idée d'un personnage comme ça, qui arrive comme ça, qui explose tout, qui sort complètement de l'ordinaire. On s'est dit, là, comme on aime bien les trucs qui sortent un peu des sentiers battus, on s'est dit, il y a un super truc à exploiter avec ça. Ouais. D'accord. Puis votre force aussi au Frangin, c'est que vous avez réussi à mettre en valeur Anthony, et c'est vrai que tu occupes l'écran sans exclure les deux autres acteurs de cette scène-là, qui sont aussi vraiment très bien. Et j'aimerais en savoir un peu plus, Anthony, sur ton parcours. C'est quoi? C'est ta première expérience de cinéma? Moi, oui. Oui, c'est la première fois que je suis dans le cinoche. Et tu fais quoi à côté, en fait, du coup? Ah, moi, je fais quoi à côté? Écoute, je fais de la musique, en vrai, ouais. Je fais vraiment ça, quand je fais les castings un petit peu à droite, à gauche, pour faire de la chanson, puis ouais.
D'ailleurs, t'as fait il y a pas longtemps en Suisse, t'as passé un casting. Ouais, voilà, j'ai été casté pour la grosse pub, la Señora. C'est une réplique dans le film, ça. C'est une réplique dans le film, ça. D'accord. Non, tu m'as dit le tremplin, c'est ça? Le tremplin, oui, en Suisse, ouais. D'ailleurs, ils m'ont pas retenu. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu. Ouais. C'est pas forcément juste parce que je l'ai entendu. Il a chanté, je crois, 2 chansons de Johnny. Oui. C'était. J'en ai chanté 2. Et puis, pour le plaisir, et puis. Pour le plaisir d'Herbert Léonard et puis Gabriel de Johnny Hallyday. Pour aller faire un petit hommage. Ouais. Il est mort? Ce matin. C'est ce matin. Qui? Herbert Léonard est mort. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, j'avais oublié d'entendre ça. Justement, tu pourrais nous faire une petite démonstration. Tu ne l'as pas senti venir. Je ne l'ai pas senti venir, celle-là. Un petit pour le plaisir. Pour le plaisir, prendre le temps, de temps en temps, refaire d'un homme, oui, un enfant, et s'éblouir pour le plaisir. Paix à son âme, ouais. Bravo. Merci. Et donc, suite à cette expérience de cinéma, est-ce que tu as des projets, des envies Ah oui, clairement, oui. Moi, j'ai été vraiment aussi été bercé de ça quand j'étais petit aussi. Ouais, c'est vrai que donc j'ai vraiment envie de travailler là-dedans puis de faire des choses comme ça, dans la musique, dans le cinéma. Et puis, D'ailleurs, on a pensé à lui pour un biopic sur Johnny. Oui. Ah bah oui. Il serait ravi. Tout à fait. Oui. Ce serait fort sympathique d'ailleurs. Tu jouerais peut-être la période où il a 30 ans, ils en prendraient 2 autres quand il est enfant et plus vieux. Bah écoute, il n'y a plus qu'à. On va revenir à présent aux 2 frangins. Comment est née votre passion à vous pour le cinéma? Moi, c'est de manière, je crois que je l'ai déjà dit sur d'autres médias, c'est assez anecdotique que ma mère m'a dû m'offrir, je crois quand j'avais 12 ans, ou peut-être même 10, c'était une caméra factice en plastique, et quand j'ai vu ça, c'était un jouet en fait. Mais quand j'ai pris ça dans les mains, il y a eu comme une rencontre, quoi, comme si c'était une évidence, que c'est comme l'extension un peu de mon bras. Et puis pour revenir à ce qui m'a donné vraiment envie, je crois comme beaucoup de cinéastes, ça doit être Spielberg et Lucas qui m'ont vraiment marqué quand j'étais enfant, surtout Spielberg en fait. Et après quand j'étais plus grand, j'ai découvert tous ces films, les autres films qu'il avait fait, pas que les plus connus, et j'ai vraiment été pris de passion pour ce metteur en scène. Après je m'en suis détaché pour découvrir Kubrick et tous les autres, mais c'est vrai que je pense que c'est lui qui a dû me donner envie en tant que metteur en scène. Puis sinon, pour l'anecdote, c'est quand j'avais 10 ans, cette caméra qu'elle m'avait offert, et puis après on a fait des petits montages avec Valentin. C'était pour nous c'était un moyen parce que comme dans la vraie vie on est des gens plutôt vraiment réservés, mais on a beaucoup de choses, beaucoup d'idées qui bouillonnent dans le cerveau, et c'était pour nous un moyen de se poser et de montrer des choses, quoi. C'est vraiment un moyen de communication. Ouais. Et toi, Valentin? Disons, pour rebondir sur ce qu'il dit, je pense que sa première caméra factice a rapidement donné, suite au portable après, parce qu'on est arrivé sur notre père nous avait offert les premiers portables à clapper. Ah oui. Alors ça, c'était la marque Sony Ericsson, je crois, mentionné, il y a un gros mot, je ne sais pas si on a le droit de prononcer les marques. Dans ces cas-là, il faut dire toutes les autres. Sonic, Toshiba. On en a pour 30 minutes. C'est ça. Donc on va dire que c'est bien. Voilà, très bien. Alors oui, c'est les portables qui permettaient de filmer, de faire pause, de reprendre quand on voulait. Donc on s'est dit, tiens, on peut faire pause, c'est-à-dire qu'on peut faire ça, après faire ça, et c'est des montages en direct. Mais vous faisiez déjà des montages avec les portables de l'époque. En fait, c'était des sketchs qu'on faisait avec des gens qui disparaissaient, qui réapparaissaient. T'avais expliqué sur un autre média, t'avais expliqué que comme c'était des portables à clapet, il suffisait de fermer le clapet pour que ça faisait du montage. C'est ça. Ah, c'est ça. Wow. Et en fait, on montrait ça à nos parents, quoi, nos oncles, puis tantes, etc. Ça les faisait très rire. On s'est dit, on savait pas que ça allait tant les faire marrer. On s'est dit, ils ont adoré ça, alors pourquoi pas continuer. Et là, vous aviez quel âge? Là, Lucas, si tu 10-12 ans. Hein. Peut-être ça. Entre 10 et 12. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais. Et après, ça nous on s'est pris de passion pour ça. On a racheté du meilleur. Enfin, on a eu portable à clapper. On est passé au caméscope après, je crois. Les petits caméscopes de mariage. Mm-hmm. Et puis après, on a économisé sur nos sous perso pour acheter la première vraie caméra de reportage qui était
Sony DSR PD 150, qui était une très bonne caméra à l'époque. D'accord. Et ça, c'était à quel âge là vous aviez Plus 15 ans, on était 15 ans, quand j'entrais au lycée, D'accord. on avait vraiment... ouais. En parlant de lycée, Lucas, toi, tu as eu une formation en audiovisuel à Besançon, et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Mais j'ai eu la chance d'être pris à une option qui, je pense qu'elle existe encore aujourd'hui, qui était très prisée à l'époque en Franche-Comté. Enfin, tous les étudiants, tous les amoureux de cinéma voulaient intégrer cette section parce qu'elle permettait d'obtenir, je ne sais pas si elle permettait d'obtenir un diplôme, en tout cas elle permettait d'intégrer plus tard des écoles d'audiovisuel. Et j'ai beaucoup aimé mon prof, Alain, qui s'appelait, qui m'a initié vraiment à cette idée simple, c'est que si vous voulez vraiment réussir dans ce métier, il faut vraiment que vous bouffiez du film, mais vraiment quoi. Vous fassiez pas semblant que vous lisiez, que vous alliez dans les musées, que vous alliez avoir des pièces de théâtre, je sais pas, mais il faut vraiment que vous regardiez beaucoup de films, et il m'a donné envie de ça. Et par rapport à votre parcours, Valentin, toi tu es parti au Canada en 2014, qu'est-ce que tu as retiré de ce séjour ? Ça m'a cassé. Oui. Moi, j'ai jamais pris, mais je pense que je peux limiter, mais j'ai jamais pris. Non, je pense que pour être très franc, ça m'a cassé mon rêve américain parce que je l'ai tous eu. Lucas a parlé des références de Spielberg. Moi, je complète avec Cameron. On a été à la fois, on va dire, bercé et traumatisé par Terminator 2, qui nous a montré quand maman était pas là, à 8 ou 9 ans. Donc oui, ça nous a. C'était vraiment, pour nous, en tant qu'enfants sensibles, c'était vraiment des scènes très marquantes dedans, qui nous ont influencés, je pense, au niveau de la lumière, au niveau de l'ambition, des plans, etc. Enfin, voilà, pour parler généralement, mais on était très portés sur le cinéma américain, sur toute l'influence américaine et tous les rêves qui vont avec. Et moi, je suis parti au Canada gonflé à bloc avec ça, parce que je suis pas resté qu'au Canada, j'ai fait un petit séjour aux États-Unis aussi. Et le tout mélangé, parce que je suis parti en bus, je suis passé par une frontière, enfin vraiment les petites routes canadiennes et états-uniennes dans un poste de douane. C'était d'ailleurs très folklorique le passage pour un Français. C'est assez spécial, faut le faire quand même. Donc ouais, c'est ça pour la petite anecdote. Et en arrivant aux États-Unis, en voyant la culture, j'ai tout de suite compris que c'est certainement pas en tout cas un pays ou une culture qui allait faire partie de notre vie j'ai comme un pressentiment, quelque chose qui m'a ramené à autre chose. Et je me suis dit bon, j'ai arrêté parce que je suis revenu pour un souci de santé au niveau bénin, mais j'ai dû revenir quand même en urgence en France. J'ai dû arrêter mon stage, ma deuxième année de langue étrangère. Je suis revenu en France, et ensuite suite à un passage très compliqué personnellement, Lucas aussi d'ailleurs, on a fait un passage à vide, nous a remis sur les rails. Donc quelquefois c'est les on va dire pas les épreuves de la vie, mais certains défis qui nous poussent à nous poser les vraies questions et à savoir ce qu'on veut faire pour la suite. Donc nous, ça nous a remis sur la piste de la vidéo et des films. D'accord. Vraiment à fond. Mais parce que visuellement, votre cinéma, il est très anglo-saxon, on sent l'influence. Ouais. Et justement, donc, est-ce que vous avez, par rapport à ça, des vues sur les États-Unis, l'idée de peut-être, pourquoi pas, le présenter à un diffuseur américain, ou ça fait partie des choses Non. Alors moi, nous, on n'est pas bilingue parfaitement. Après, il y a un acteur qui joue dans le film, donc Jean-Claude, qui lui, à la base, est nord-américain. Enfin, il vient du Québec. Et, très bon guitariste d'ailleurs. Ouais, très bon. Et sa femme est américaine, et elle nous a dit que si on devait aller par hasard aux États-Unis pour un festival ou quoi, qu'elle nous accompagnerait volontiers. D'accord. Ou enfin, il y aurait un moyen de trouver un échange comme ça pour qu'on, parce qu'il faut être introduit là-bas. Parce que nous on connaît pas du tout là. Moi personnellement, je suis jamais allé là-bas, et je sais qu'il faut parler anglais comme sa poche, quoi. Et toi t'es peut-être plus fort que moi en anglais, Valentin, mais moi je sais pas si je pourrais me débrouiller en anglais. Non, mais même moi, oui, ça vient vite. Ça vient vite, j'imagine. Ouais. Mais je pense que manger ou boire une bière, c'est suite, c'est plus facile à apprendre. En fait, on a gardé, pour rebondir sur ce que tu dis, on a gardé l'esthétique américaine qui nous a toujours marqué au niveau de la façon de faire un plan, l'ambition, on va dire, globale d'une œuvre. On a vraiment gardé ce truc. Ça, c'est vraiment ce qu'on a gardé de cette culture-là. Sauf que ce qu'on a, nous, on va dire, corrigé après mon post-séjour États-Unis et Canada, c'est l'histoire à proprement parler. On voulait vraiment
créer des histoires beaucoup plus originales, beaucoup plus dingues, beaucoup moins conventionnelles. On voulait vraiment... Après, on a été détourné un peu du mainstream, et on est parti sur des trucs où des réals comme Kubrick, Tarkovsky, Lynch ça nous a passionnés. On était vraiment... dès qu'on en découvrait un nouveau, c'était pour nous une expérience cinéma incroyable, quoi. Ouais. C'est ce que je pensais, c'est-à-dire que vous êtes un peu dans la nouvelle mouvance du nouveau cinéma français. Je ne sais pas si vous avez un avis sur les jeunes réalisateurs comme... il y a eu Julia Ducournau avec Grave, avec Titane. Dernièrement, il y a Coralie Farja avec The Substance. On est sur du cinéma beaucoup plus spectaculaire, assumé en tant que tel, avec toujours aussi un discours en fond. Je pense aussi à Thomas Caillet avec Le règne animal. Je ne sais pas si c'est des films que vous avez vus. Oui, on a vu ça. Eiffel aussi, je crois. Just Philippot avec La Nuée et Acide. On pourrait parler aussi de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, leur cinéma avec Le Comte de Monte Cristo. Donc on est sur quelque chose de très spectaculaire, à assumer, et donc quelque part ça peut vous rassurer que le cinéma français s'empare aussi de ce genre-là. Ouais, on a été très rassurés. Lucas, tu compléteras, mais on a été plutôt très enjoués de constater ce changement en France. Et pour compléter ce que tu disais, il y en a eu aussi un avec Duris. Les Gueules Noires. Je pensais à Eiffel, sur le personnage de le constructeur de la Tour Eiffel. Et puis, il y en avait un autre aussi sur, je ne sais pas si c'est Balzac. Ils ont tourné un truc, c'était comment s'appelait le cas, sur un écrivain français aussi, avec un bon casting, mais je peux plus vous dire si c'était Balzac ou un autre écrivain assez récent aussi, un film qu'ils ont fait, je crois que c'était Zola avec Les Illusions et Les Illusions perdues. C'est ça. Que j'ai trouvé au cinéma. Ok. Alors vous êtes frères, et donc sur la réalisation d'un film, comment vous répartissez les tâches? Comment vous vous complétez en fait? Comment vous arrivez à pas vous engueuler? Oui, c'était ça. Ça, c'est pas tout le temps parfait. C'est pas. En fait, on va dire, je serais plutôt. Mon don premier serait que je serais plutôt visuel, moi. C'est-à-dire qu'on me lance une idée de scène, je peux l'avoir en tête en quelques minutes, très rapidement. Voilà. Et alors Valentin, il a aussi une notion de plan on est pareil tous les deux, mais lui, il serait plus dans le côté relationnel et la profondeur des personnages. Il veut vraiment que il est doué pour tout ce qui est quand il s'agit de rédiger les dialogues, tout ça. Il veut vraiment que ça. Et moi, c'est vrai que je serais plutôt visuel, moi, faire comprendre le film par le visuel. Voilà. Donc par exemple pour la partie 2 du film avec Anthony, il fallait vraiment que le personnage il ait de la gueule visuellement. On a mis des mois à trouver sa fourrure, par exemple. On l'a eu sur. Ça a été de la récup, mais on a mis des mois à la trouver. Il y a une voiture dans le film, à un moment donné, on citera pas la marque, c'est pas Florent. Et pareil, celle-ci, on voulait vraiment ce modèle-là. On voulait ce modèle-là, cette couleur, filmé comme voilà. Donc moi, je serais plus le côté visuel et Valentin m'a plus le côté relationnel. D'accord. Et l'échange avec les acteurs sur le terrain, c'est vrai que moi, je dirigeais un acteur, si, mais il est modeste. On est deux polyvalents, mais il y a peut-être un peu plus d'affinité pour l'un et pour l'autre. Mais globalement, on est capable d'assurer, on va dire, les mêmes postes. Mais oui, il y a quand même des. On est différents sur ces aspects-là. Et sur la réalisation d'un film, il y a toujours des imprévus, des galères, et puis aussi des moments de magie. Est-ce que sur le film Maléfice, est-ce que vous avez eu des anecdotes à raconter? On va dire, là où c'est stressant, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps à la journée. Par rapport aux productions, on a des fois 1 ou 2 jours max, parce que nous on faisait surtout comme on pouvait pas faire autrement, c'était des journées de tournage. Donc on en programmait par exemple une première une semaine, et celle d'après ne pouvait être que la semaine d'après, parce qu'au niveau organisation, gestion, tout ça, on ne pouvait que faire comme ça. Donc ça a été plusieurs jours de tournage comme ça, en fait, à des dates choisies, et on pouvait préparer nos costumes, nos voyages, etc. On partait souvent en petits groupes, donc je crois que c'était surtout l'organisation, les voyages et le temps qui ont été vraiment très stressants, parce qu'on avait vraiment finalement pas beaucoup de temps à la journée pour arriver à faire ce qu'on voulait. En 2025, ça reste un pari audacieux de faire du cinéma. Il y a beaucoup de prétendants et peu d'élus. Est-ce que vous vous êtes donné, comme dans le film, comme dans la deuxième partie, un délai pour percer? Non. Déjà, il n'y a pas la pression sur les 7 ans, il n'y a pas la pression de la maman, il y a plutôt un soutien inconditionnel.
C'est ça. On est Merci. pas, on est en fait, on est un peu jusqu'au boutiste à chaque fois. Quand on fait quelque chose, c'est on le fait à fond, on le fait pas, et ça, on l'a fait à fond, et on va se donner vraiment du temps pour vraiment développer la communication sur ce film qu'on a vraiment bien besoin, parce que c'est vrai que si on n'est pas là à tenir la barre, le film, malheureusement, il le sort. Aujourd'hui, ça finit sur YouTube, et ça mériterait vraiment une meilleure visibilité, et donc on va vraiment se battre pour que les festivals internationaux le voient, et on va se donner du temps pour, même s'il faut se donner un an pour lancer la communication du film. Puis le film mérite le grand écran en plus. Merci. Ah oui, il a merci été fait merci. pour- Oui, on l'a pensé pour le grand écran. D'ailleurs, ce propos, en termes de budget, parce que c'est vrai qu'il a coûté combien ce film en fait? Et quasiment 40 000 euros tout rond, presque, en tout cas, pas loin. Ouais. Donc on est sur un budget très serré, très modeste par rapport à l'effet Quand on voit qu'il le fait. rendu, surtout de la première partie, c'est Ah ouais. c'est impressionnant, parce qu'il y a vraiment rien que le lieu, tous les décors et la lumière, enfin la photo, ça c'est vrai, pour ce prix-là. En fait, c'est des moyens de cinéma guérilla pour un rendu qui n'est pas guérilla, et c'est vrai qu'on a aussi bluffé nous-mêmes de ce qu'on a réussi à faire en 4 ans, quoi. Ouais. Je pense qu'on a poussé les curseurs au max. Avec le peu qu'on avait, on a toujours poussé les curseurs au max pour avoir le meilleur rendu possible, que ce soit dans les dialogues, tout ce qu'on pouvait faire, le rendu de l'image, même s'il fallait y passer du temps, chaque image devait être reprise. Avec Lucas, on a bien bossé, on se faisait des plans pour placer la lumière et voir où ça allait le mieux donner. Par exemple, on a fait Lucas est un peu plus calé que moi là-dessus, mais on a fait des réflexions sur des murs blancs, par exemple, pour pas que ça fasse un éclairage trop direct. Un peu style film français des années 80, c'est pas très beau. Des fois, certains décors de commissariat, par exemple, c'est trop brut. Nous, on voulait vraiment le contraire, c'est-à-dire vraiment un éclairage diffus, style cinéma anglo-saxon, comme tu l'as déjà plus ou moins dit, Martial. Mais par exemple, les films je pense à Hercule Poirot ou à certains Agatha Christie qui ont été repris. On a adoré certaines trames comme ça qui se passent souvent dans des manoirs, mais les plans sont souvent magnifiques dans les couloirs, sur les acteurs. Enfin, il y a toujours un travail incroyable. Donc on voulait plus s'inscrire dans cette dans cette cour-là que vraiment trop à l'arrache avec des lumières trop directes ou trop rapidement fait, quoi. Ouais. Et donc, pour finir, par rapport à ce film, quelle est la suite de son parcours? Comme l'a dit Lucas, on se laisse entre 6 mois et 1 an pour les résultats en festival, sachant que on a bon espoir vu le travail qu'on y a mis, qu'on a donné, mais je veux dire, il y a toujours une partie d'aléa, et comme tu disais, en 2025, le monde va très vite. Il y a beaucoup de gens aussi qui veulent la place, en tout cas qui espèrent être reconnus pour leur œuvre. Donc il y a du monde au portillon, mais voilà. Je pense qu'on se laisse entre 6 mois et 1 an pour voir si on est pris quelque part, et puis si, on va dire, des partenaires dans les festivals ou des gens qui ont vu le film ont des choses à nous proposer, pourquoi pas. Nous, on a nous-mêmes des scénarios qu'on a coécrits avec Lucas, d'autres qui n'ont rien à voir avec Maléfice, mais on a des choses. Donc si on peut créer un dialogue dans des festivals ou ailleurs, ou peut-être même trouver un distributeur indépendant pour Maléfice, ça serait l'idée d'arriver à créer ces rencontres-là, quoi. Ok. C'est vrai que de notre côté, c'est pas les idées qui manquent, hein. On a des scénarios, on en a déjà des plus ou moins écrits. Enfin, on en a pas mal, ouais. D'autres, c'est des ébauches de films, de projets, qui coûtent pour certains, ça coûterait trop cher à mettre en place pour l'instant, mais d'autres qui seraient peut-être plus accessibles tout de suite. Alors j'ai juste une dernière question sur la notion de court-métrage. Parce qu'en fait, c'est vrai que comme beaucoup de réalisateurs, vous avez commencé avec les courts-métrages. Quel avis vous avez sur ce format, en fait, qui est un peu spécifique? Tu veux commencer, Lucas? Ouais, écoute, c'est le passage obligé pour tout réalisateur, parce que ça. Donc un directeur photo m'avait dit un jour, on peut faire un court-métrage, il faut quoi? Il faut 3 500 €, une caméra, 3 optiques, c'est tout, et puis des gens motivés, et puis donc on va dire que c'est accessible, et c'est une école obligée. Et puis en fait c'est très dur un court-métrage, parce que c'est peut-être des fois plus dur qu'un long, parce que faire un bon court-métrage qui tienne la route, c'est peut-être plus difficile de faire court que de s'étaler. On a le temps de mettre en place c'est peut-être plus difficile un court-métrage pour moi.
Donc c'est honorable d'arriver à faire un bon court-métrage. En plus, tu disais, j'ai entendu sur une interview, tu disais que même les courts, vous les fabriquez comme des lions, avec le sérieux, le même sérieux qu'un long-métrage. Peut-être que ça a été notre... je sais pas si c'est une erreur ou une... Non, mais je pense que cette conception nous a en tout cas plus pénalisé pour les festivals de court-métrage, parce qu'ils s'attendaient à des choses justement développées sur un format beaucoup plus court, avec une chute. Je pense à certains courts-métrages en 8 plans, séquences par exemple. Il y avait des concepts très bien que j'ai vus, des films en noir et blanc par exemple, avec un conducteur seul sur une route en 8 plans séquences. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient, et on s'aperçoit avec le génie du réalisateur que au final il retrouve quelqu'un, il y a une chute, ou c'était un rêve, ou ce genre de choses. Mais souvent c'est sur peut-être entre, au plus court 5, ce que j'ai vu, entre 5 et 20 minutes quoi. Globalement, c'est la durée que j'ai vue moyenne mais ils arrivaient en tout cas dans cet espace assez court d'arriver à quelque chose qui se tenait et qui était très bien. Alors nous, on n'a jamais été au départ très doués pour ça. On voulait très vite partir sur des scénarios complexes qui étaient plus adaptés au long quoi. Parce qu'avec beaucoup de personnages, des rebondissements. D'accord. Qui malheureusement se prêtait pas au court-métrage. Alors merci Lucas, merci Valentin, merci Anthony. Merci. Alors je rappelle le nom de votre film, Maléfice, et vous pouvez voir les bandes annonces et la description sur la page YouTube de Valentin Dupuy D-U-P-U-Y. Et alors merci à tous les trois et plein de belles choses pour le Maléfice. Merci à vous. Merci. Et à cette superbe émission, merci. Elle n'est pas finie. Bah non, elle n'est pas finie. Ça fait que commencer. On compte sur vous aussi pour participer activement pour la suite. Et sans transition, on attaque avec la chronique de Eudoxie. Le lundi, avec Eudoxie, c'est une chose qu'on craignait n'avoir plus jamais. Chaque mois, c'est pareil. On enregistre un mercredi ou un vendredi. Et puis, on a fini par trouver la bonne fenêtre, avec le retour de l'enfant prodigue, et sa chronique bouquin et cinoche peut enfin s'accomplir. Le lundi, avec Eudoxie. J'ai vraiment de la chance dans la vie, j'ai vraiment de la chance, je suis une petite fleur qui sent bon le bonheur, je suis dans ton cœur pour la vie. Merci pour cette introduction Florent, c'est bien trop d'honneur. Surtout. Et Anthony. Donc voilà, je vais attaquer. Le vent peut rendre fou. Des études montrent que c'est plus particulièrement le cas des vents du sud, comme le Föhn, que l'on connaît bien ici, ou le Mistral. On parle même, dans certains cas, de météopathie, pour les personnes dont l'humeur est modifiée par le temps qu'il fait. Pour cette chronique, ce n'est pas le vent comme phénomène isolé qui va nous intéresser, mais le vent qui tourbillonne, celui qui emporte avec lui l'eau des mers et des océans, le vent qui fait naître au cœur de sa farandole un œil. Garance, Irma, Maria, vers la fin du 19e siècle et jusqu'en 1978, les noms donnés aux ouragans étaient uniquement féminins. Cette habitude avait été prise par les marins qui personnalisaient les tempêtes en fonction de leur intensité. Plus tard, le mouvement féministe Women's Lib protesta contre l'association de ces prénoms au caractère capricieux et hystérique des tempêtes et obtenu gain de cause. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les prénoms donnés aux tempêtes alternent entre masculin et féminin. Bon, mais avez-vous déjà entendu parler de Twister ? Non. Il ne s'agit pas là du nom d'une tempête, mais simplement de la traduction de tornade en anglais, pour les non-anglophones. Alors la tornade est d'ailleurs complètement différente de l'ouragan, puisqu'elle naît sur la Terre et ne provoque pas de pluie. Enfin bref, l'autre jour j'ai regardé Twister, le remake, sorti l'année dernière. J'avais un souvenir assez vague de la première mouture, j'avais 7 ans, et je n'ai eu accès qu'à des tranches d'images au travers des coussins dressés en muraille, au cas où ce tourbillon infernal traverserait l'écran de la télé. Je me souviens surtout d'une vache emportée dans le tourbillon et qui finissait par disparaître comme avalée. Du coup, je n'avais pas tant de souvenirs de cette première version et j'ai embarqué pour le remake sans trop savoir. J'ai été jusqu'au bout, pour le bien de cette chronique. Je voulais connaître le happy end du American Dream. Eh bien, je n'ai pas été déçue et je pourrais consacrer cette chronique à dire tout le mal que je pense de cette version réalisée en 2024. Alors que nous venons d'entrer dans l'ère de l'Anthropocène, que la 6e extinction de masse a déjà débuté et que le réchauffement climatique n'est plus une connaissance d'initié, Kate, chasseuse de tornades sur le retour, met au point une technique à base de polymères super absorbants qu'elle largue dans les tornades dans le but de les apprivoiser, dit-elle. Oui, vous avez bien entendu. Dans leur méga pick-up, entourés de drapeaux américains, de donuts et de folklore tels que le rodéo, les deux héros s'égosillent à vouloir nous prouver leur bonne morale. Sauver le peuple américain et tuer les méchantes tornades. Même si cela revient au serpent qui se mord la queue.
Pas une fois ils ne font le pont entre le nombre croissant de tornades, qu'ils notent tout de même, et le changement climatique. Et pourtant, les tornades et les ouragans sont des manifestations météorologiques violentes, mais absolument nécessaires à l'équilibre de l'écosystème. Dans le documentaire Ouragan, l'Odyssée d'un vent, la parole est donnée aux personnes s'étant retrouvées sur le chemin des tempêtes, mais aussi au phénomène lui-même, qui a voix au chapitre grâce au très beau texte adapté d'une prose de Victor Hugo. Ici, nous comprenons les rouages, nous suivons les ouragans de leur naissance à leur mort. Nous voyons les populations animales et humaines se mettre à l'abri, le balai de leurs gestes sûrs pour protéger leurs maisons, jardins, bétail et surtout leur vie. L'un des ouragans filmés pour le documentaire traverse Porto Rico et la grande forêt d'El Yunque. Sur son passage, avec des vents à plus de 200 km/h, il déracine des milliers de grands arbres. Mais ce que nous explique l'un des gardes forestiers, c'est que grâce à cela, les petites plantes qui jusque-là ne pouvaient pas grandir par manque de lumière, certaines campant le sol depuis plus de 40 ans, vont enfin pouvoir croître et ainsi la forêt pourra se renouveler. Les ouragans redessinent les paysages et tout comme les tornades, s'ils sont plus fréquents, c'est uniquement à cause de l'action humaine et du réchauffement des mers et des océans. Ces énormes vortex bousculent les hiérarchies. Parfois même, ils deviennent des passages vers d'autres mondes. C'est le cas dans Le Magicien d'Oz, où la petite Dorothée et son chien Toto, aspirés par une tornade alors qu'ils s'étaient réfugiés dans leur maison, finissent par atterrir au pays d'Oz, peuplé d'êtres merveilleux. Je pense aussi à Take Shelter de Jeff Nichols, sorti en 2012, où la tempête est un cauchemar. Elle se déploie en hallucination tout au long du film, mauvais présage d'un père sombrant dans la folie. Ici, la tempête incarne les angoisses, l'ouragan devient le seuil de la folie, plus il grossit, plus il menace la sécurité de sa famille, et plus le personnage perd pied, comme aspiré dans ce tourbillon, perdu dans une autre réalité. Et finalement, c'est peut-être ce côté magique qui attire tant de regards, l'envie d'en savoir plus, de comprendre et décortiquer le phénomène, faire une biopsie de la tornade ou de l'ouragan pour trouver, dans cette montagne inversée, de quoi la détruire ou de quoi mieux la comprendre pour pouvoir vivre avec. Alors je m'excuse, cette chronique a été préparée dans les tourments du rhume, du coup elle n'est pas vraiment ce qu'elle aurait dû être. J'aurais aimé vous parler davantage de littérature, pouvoir dire quelques mots de La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, ou encore des textes éco-poétiques de Rachel Carson, mais il en a été autrement, et cette chronique se termine donc ici. Bravo. C'était très bien, merci Eudoxie. De rien. Et sans transition, une respiration musicale. I think it's time we give it up and figure out what's stopping us from breathing easy and talking straight. The way is clear if you're ready now. The volunteer is slowing down and taking time to save yourself. The little cracks they escalated before you know it is too late for making circles until you're moving too fast for me and I can't keep up with you. Maybe if you slow down for me, I could see you're only telling lies, 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 breaking us down with your lies, lies, lies. When will you learn? The little cracks they escalated before we knew it was too late
Vous venez d'écouter Lies du groupe The Swell Season, et là vous vous dites « Mais je connais cette voix !» Et oui, c'est bien Glenn Hansard, l'ami irlandais dont je vous avais déjà passé le superbe Fitzcarraldo de son groupe The Frames. Donc on passe pas 2 fois le même groupe. Alors Françoise Hardy aurait demandé message personnel, et à cela je répondrais place au tir au pigeon. Oups. Mais avant ça, un petit retour sur les remises de prix du week-end passé. On commence avec les Césars vendredi. Un petit commentaire, Martial ? Ou les autres aussi. Moi j'ai trouvé la soirée plutôt pas mal en fait, avec les interventions assez, pour une fois, assez drôles de Jean-Pascal Zadi. J'ai bien aimé notamment quand il parle de l'histoire de Souleymane, 8 nominations et une régularisation. Et tant mieux. Alors moi j'ai trouvé bien aussi l'intervention de Vincent Macaigne. En fait, j'ai appris que les applaudissements, en fait, dans le théâtre antique, c'était pour chasser les esprits qui habitaient les acteurs, en fait. Donc j'ai trouvé intéressant. Et d'ailleurs, il s'est lancé justement dans le défi de faire hurler l'Olympia pour justement chasser les fantômes actuels et les forces obscures. Ça, j'ai trouvé plutôt sympa. Et puis, bien sûr, je pense qu'on peut tous parler. Je ne sais pas si, Pascal, tu as vu la cérémonie. Je l'ai vu juste en partie. Il y a surtout la victoire de Gilles Perret. Gilles, là, bravo Gilles. Donc là, on est super content. Ouais. Et puis, moi, j'ai trouvé vraiment son discours avec l'hommage à l'hôpital public et à toutes les structures qui permettent de faire société. Je trouvais très, très, très chouette. Et puis aussi l'appel qu'il a lancé au cinéma français en disant, en reprenant les termes de Jacques Chirac, la maison brûle, mais lui a rajouté la maison brûle et on filme ailleurs. Voilà. C'était donc César du meilleur documentaire pour La Ferme des Bertrands. Oui, tout à fait. Oui, c'est un palmarès assez cohérent, je trouve. À part peut-être le film étranger, mais on ne va pas polémiquer là-dessus. Et puis le courage, peut-être, ça aurait été de donner le prix de la meilleure actrice à Carla Sofia Gascon. Mais bon, après... Le César et après courage, c'est pas forcément le... Bon, après, il y avait eu quand même une petite polémique. D'ailleurs, oui. Zadi l'a bien dit à un moment donné en disant il félicitait donc Audiard pour la réalisation de la meilleure réalisation, l'adaptation et du meilleur tweet. Oui, ce qu'elle a dit, c'était pas le plus opportun, mais est-ce qu'il faut pas à un moment donné aussi séparer l'œuvre de l'artiste, sachant que ce qu'elle a pu dire est condamnable et pas forcément juste surtout non plus, mais qu'elle a quand même fait pâtir toute une équipe qui moins au César qu'aux Oscars. Mais moi j'ai beaucoup aimé aussi j'apprécie mon Chabatoun d'amour, Alain Chabat qui a eu le César du meilleur second rôle masculin, et ça, je suis pas objectif avec lui, mais ça fait plaisir. Et oui, alors Florent, par rapport à Franck Dubosc, tu l'as vu Non, j'ai pas vu la cérémonie. J'étais en charmante compagnie, je pouvais pas tout faire. Ah bah moi j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. C'était en fait, il paraît que c'était assez drôle. Le César de ceux qui n'ont jamais eu le César. Il dit à un moment donné, je comprends pourquoi les comédies ne sont jamais récompensées au César. Et il rajoute, mais je voudrais quand même préciser à l'Académie que j'ai fait des comédies pas drôles. S'il pique mes punchlines, ça va pas le faire. Et j'étais très content aussi pour Karim Leclou. Qu'est-ce meilleur que t'en as acteur, pensé ? Oui. Vous connaissez mon goût pour son jeu d'acteur. Et il avait quand même un petit message à vous passer. Bonjour les hallucinés, c'était Karim Leclou. Et voilà, je voulais vous saluer. Donc plein de bonnes choses pour ce podcast. Ça le fait quand même, l'acteur, le meilleur acteur, le César du meilleur acteur français. C'est vraiment une très belle personne. J'ai entendu qu'il, dans son discours de remerciement, qu'il avait fait un appel aux gentils, et c'est un vrai gentil. Il n'y a pas de second degré, il y a pas. C'est vraiment. Alors j'ai toujours du mal avec son jeu d'acteur. Je trouve que dans le roman de Jim ça va pas, mais le bonhomme est vraiment gentil. C'est vraiment une belle personne. On enchaîne sur les Oscars. Sur les Oscars, je n'ai pas forcément de commentaires, à part le fait que The Substance, j'ai trouvé plutôt ça amusant qu'un film qui dénonce les carcans esthétiques imposés par le cinéma et la télévision. Ce film a reçu l'Oscar des meilleurs maquillages et coiffures. Puis juste peut-être quand même spécifier que le film Flow, dont on avait parlé dans cette émission, a eu à la fois l'Oscar et le César du meilleur film d'animation. On
va faire un petit tour de table très rapide. Si vous avez chacun, les uns et les autres, des coups de cœur et des coups de gueule, on va commencer par les coups de cœur. Anthony et les frangins, allez-y. Moi, un coup de cœur, c'est un film qui est sorti déjà il y a quelques temps. J'en ai deux, je dirais. Eiffel m'a beaucoup surpris en France, parce que c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce genre de cinéma il y a quelques années. Et j'ai été très, très agréablement surpris du film. J'ai trouvé Romain Duris très convaincant. Et puis voilà, en tout cas pour faire un coup de cœur français. Et Gueule Noire, mais qui est un peu plus ancien. Je suis pas trop dans l'actualité, mais voilà, j'avais comme ces deux films qui m'ont beaucoup plu. Bah pareil, moi ce sera dernièrement Gueule Noire. Ouais. Vous avez parlé aussi de la passion de Dodin Bouffant aussi. La passion de Dodin Bouffant, exactement. Oui. Ouais. Il y a eu celui-là aussi qui nous a beaucoup surpris. Avec notre maman, on l'a découvert ensemble et on a trouvé que c'était ça donnait une belle respiration au cinéma français. Ouais. Captive aussi. Comme on a bien aimé. Et Captive, Captive qui est un autre film aussi très intéressant avec l'actrice principale, j'ai plus le nom, mais qui est vraiment excellente, je trouve. Qui joue très bien. C'est la femme de Raphaël. C'est Mélanie Thierry. Mélanie Thierry. Exactement. J'ai trouvé vraiment super dans le rôle. C'est la femme de. Ouais, non, mais désolé, mais je savais plus. C'est Raphaël qui est le mari de Mélanie. Oui, voilà, c'est ça va dans les deux sens. Mais super Mélanie Thierry dans l'excellent film de Stéphane. Anthony, un coup de cœur? Moi, un coup de cœur sur un film, ouais. Quel? Maléfice. Oui, Maléfice, ouais, tout à fait, oui. C'est un film entier, parce qu'il explique vraiment une histoire qui est sincère, franchement. C'est vrai que c'est un coup de cœur pour moi ce film, parce que en plus je suis dedans, oui et non, je m'en fous, mais c'est ce que j'allais dire, avec un très beau personnage. Ouais, c'est pour l'histoire en elle-même, quoi, finalement. Ça aurait été un autre acteur, ça aurait été pareil. Quoi. J'aurais kiffé le film, quoi. Tu serais peut-être pas là aujourd'hui. Oui, aussi, mais faut le dire, j'aurais tout à faire. Quoi. Alors moi, du coup, c'est un coup de cœur aussi qui date de 2021. Enfin, pas le coup de cœur, mais le film. Mais je l'ai vu au cinéma récemment, pardon. C'est un film de frères, d'ailleurs, aussi. Le film de Ramon, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, et Sylvain Zurcher, qui sont des réalisateurs suisses. Et c'est La jeune fille et l'araignée. Donc, en tout cas, moi, c'est mon coup de cœur. C'est marrant parce que c'est un peu ça peut avoir un lien avec la chronique que j'anime dans l'émission. Parce que c'est un côté... ça pourrait être un film-livre ou un livre-film. Voilà, c'est un souci du détail. Chaque plan est complètement mordant. Et voilà, c'est mon coup de cœur que je vous conseille. La jeune fille et l'araignée. Alors, moi, je voulais vous parler du film Le Quatrième Mur de David Holofen. Alors, le film est sorti là, le 15 janvier dernier en France. Bon, moi, je l'ai vu seulement il y a quelques jours. Ce film, c'est l'adaptation du roman éponyme de Sorge Chalandon, roman qui a reçu le prix Goncourt des lycéens en 2013. Alors, Sorge Chalandon, avant d'être écrivain, ou plutôt parallèlement à son métier d'écrivain, il est aussi journaliste, reporter. Il est allé dans de nombreux pays, et notamment au Liban. Et c'est dans ce pays que se déroule l'intrigue du film, donc à Beyrouth, et on est en 1982. Georges, donc interprété par Laurent Lafitte, est metteur en scène de théâtre à Paris. Il est au chevet de son ami Samuel, qui est malade, et donc il va lui promettre de mener à bien un de ses projets, c'est-à-dire monter la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh à Beyrouth, avec des comédiens et des comédiennes de différentes communautés religieuses, et à un moment où le pays est en plein conflit. Donc Georges se rend dans cette ville libanaise qu'il ne connaît pas. Il va être guidé par son chauffeur Marwan, qui est druze, qui est interprété donc par Simon Abkarian. Alors, au théâtre, l'expression quatrième mur désigne cette sorte de paroi invisible qu'il y a entre la scène et les spectateurs. Et l'expression briser le quatrième mur, ça fait référence justement aux comédiens qui vont s'adresser directement aux spectateurs. Dans ce film, on est dans un drame assez éprouvant, on est parfois assez proche du documentaire. Il y a une tension quasi permanente. On est aussi dans une tragédie. Alors justement, dans une des scènes du film, le personnage de Georges va expliquer à ses comédiens la différence entre la tragédie et le drame. Dans la tragédie, donc, les protagonistes vont vers un destin funeste, tragique. Ils le savent, c'est inéluctable et ils ne peuvent rien y faire. Dans le drame, alors peut-être que les protagonistes vont vers un destin tragique, mais ils vont faire tout leur possible pour essayer d'échapper à ce destin. Alors là où le film se rapproche un peu de la tragédie, c'est que le réalisateur, donc David Holofen, va débuter son film par une scène
qu'on va retrouver à la fin comme pour nous prévenir d'une sorte de destin inéluctable. Le film a été tourné avant les événements dramatiques d'octobre 2023, avant également les bombardements de certains quartiers de Beyrouth par l'armée israélienne. Et bien que l'histoire du film se déroule il y a plus de 40 ans, il y a vraiment des coïncidences avec les images du Proche-Orient qu'on voit quasi quotidiennement aux actualités. C'est un film fort que je vous recommande, mais c'est pas vraiment un film pour nous remonter le moral. Moi, je voulais vous parler avec un peu de retard d'un film qui est sorti en salle en mars 2023, mais que j'ai pu récupérer seulement très récemment en VOD. Ce film, c'est 7 hivers à Téhéran, un documentaire de Stefanie Derzoul, qui raconte l'histoire vraie de Rehaine Djobori, une jeune femme de 19 ans, lumineuse et enjouée, qui, en 2007, avait poignardé l'homme qui était en train de la violer. Donc, comme je disais, c'est une histoire vraie, donc on est à nouveau pas trop dans la comédie. Une histoire vraie, un documentaire en plus. Donc, condamnée à mort, elle va pouvoir compter que sur sa famille pour tenter de la sauver par tous les moyens. Et le film nous entraîne dans ce combat inégal, dans un Iran où règne la charia, la plus stricte, comme vous le savez, et où la lutte pour le droit des femmes n'est pas un vain mot. J'ai trouvé que c'était un film brillant, factuel, pas manichéen pour un sou, qui essaye d'être le plus objectif possible, si tant est que ce soit possible. Quand on parle d'humanisme, c'est construit comme un polar avec un suspense insoutenable et des réactions épidermiques à des situations qui sont totalement insupportables. Un film qui prend aux tripes et qui fait appel, justement, j'en parlais, à votre humanisme. Et un mot qui a tendance à être trop méprisé aujourd'hui en ces temps de montée de l'obscurantisme et des régimes populistes de la pire espèce. Voilà, donc déjà rien que là, on en a dit plus qu'aux Oscars et aux Césars réunis. C'est vrai. Alors, si je me souviens bien, il y a des conversations, c'est basé sur des conversations téléphoniques entre l'accusé et puis son avocate, et il reconstitue certaines parties de la prison avec des maquettes, et c'est effectivement saisissant, c'est très bien. Quelques images aussi de Rehaine avant son incarcération, et ce qui était une fille pétillante, et voilà, c'est... Alors moi, pour continuer dans les comédies, mon coup de cœur, c'est Les Oubliés de la Belle Étoile de Clémence Davigo. Alors je vous lis le synopsis. Réunis le temps d'un été, André, Michel et Daniel dressent le portrait d'une époque pas si lointaine où l'enfant devait être plié et redressé. Grâce à leur amitié et leur soutien mutuel, ils décident de briser le silence sur ce qu'ils ont subi lorsqu'ils étaient pensionnaires du centre de redressement catholique La Belle Étoile. Alors le film est un documentaire. L'établissement a réellement existé, géré par l'Église. Il a sévi de 1948 à 1970, donc plus de 20 ans, à Mercury, près d'Albertville. La mise en scène est très belle. On voit que Clémence Davigo vient des Beaux-Arts. Donc elle a le sens du cadrage, de la belle image. Et je trouve dans ce film, elle s'attache à des choses simples du quotidien, que ce soit la préparation d'un repas, la discussion autour d'un repas. Et autour de ces gestes simples, on va découvrir l'horreur, toute l'histoire tragique de ces hommes cabossés. Alors, je trouve que Clémence Davigo cultive l'art de choquer en douceur, avec délicatesse. Il n'y a pas d'effet de style, pas de sensationnalisme. Personnellement, moi, je reste marqué par le regard de Daniel, l'un des protagonistes. Pendant la première moitié du film, en fait, le Daniel, il est mutique. On ne le voit pas et on se rattache finalement à son regard, qui est un regard clair, assez saisissant et qui semble porter d'immenses secrets. Et à un moment du film, on assiste à une séquence très forte où Daniel lâche son récit. Et on voit le visage des autres camarades, on voit l'onde de choc que ça provoque sur eux. Donc on assiste justement dans ce film à la libération de la parole. Et alors pour finir, la réalisatrice dit qu'il y a certainement d'autres centres comme La Belle Étoile. On parle actuellement de Betaram. Et on imagine très bien que si ce film est l'un des premiers à lever le tabou sur ces fameuses maisons de correction, on imagine bien que ce ne sera pas le dernier. Donc voilà, devant ce film, comme je l'ai évoqué et comme Vincent Macaigne l'a dit, on a envie d'applaudir et de hurler pour chasser les esprits et les forces obscures. Et on passe au coup de gueule. Est-ce que autour de la table vous avez un petit coup de gueule, pas forcément méchant, sur un film, donc c'est moi qui vais faire le méchant encore. Fais-toi plaisir. Bon, je vais tenter un petit plaidoyer pour la baisse du prix des places de cinéma. Alors oui, je vous entends déjà. Ouais, tonton Réac est de retour. Alors ok, mais non. D'abord, j'étais pas parti. Voilà.
pour commencer. Et surtout, cette fois, l'escalade devient complètement délirante, alors qu'il y aurait d'autres moyens de repenser l'économie de l'expression cinématographique. Alors, je n'ai pas la prétention de savoir quoi que ce soit ou de donner des leçons à qui que ce soit, mais je vais lancer une piste. Pourquoi ne pas baisser le prix conséquemment du prix du ticket de cinéma en fixant un plafond et augmenter subséquemment, voire doubler le prix des pop-corn et de redéfinir une redistribution des bénéfices des ventes des produits annexes. Moi, je dis ça, je dis rien, mais ça pourrait permettre aussi aux distributeurs de films de ne pas trop perdre sur leur part de rémunération sur les films, qui est actuellement d'environ 50% des recettes. Voilà, c'est juste une idée en l'air. Moi, je le dis d'autant plus sérieusement que je me sens moyen concerné par cette spirale infernale et ayant la chance de bénéficier de la gratuité du cinéma en bossant dans une salle depuis bientôt 30 ans. Ouais, ça fait... Il y a des gens qui bossent depuis plus longtemps encore. Ben ouais. Et ça se voit moins. Le cinéma, c'est aussi la culture et il faut la préserver et la laisser accessible à tous et prendre exemple sur les petites salles, entre guillemets petites, qui parviennent à maintenir des tarifs décents tout en maintenant une programmation de qualité. Voilà, c'était juste my two cents worth et vous en ferez ce que vous voulez. Pour rebondir, j'en ai peut-être un alors qui n'a rien à voir avec ce que tu dis. Oui, mais très rapide. Je me demande pourquoi on n'a toujours pas le Père Noël est une ordure en IMAX. J'aurais bien aimé le découvrir. Déjà, ce serait bien qu'ils essayent de le sortir dans les salles traditionnelles. Voilà, ça serait pas mal. Ouais. Ah, puis les trois mousquetaires avec les femmes à barbe, c'était peut-être pas, peut-être pas la meilleure idée, peut-être. Je crois qu'il a eu un tollé ce film, d'ailleurs. Ça n'a pas été le carton de l'année, on peut le dire comme ça, effectivement. Ouais. Et pourquoi c'est toujours les mêmes acteurs qui tournent dans le cinéma français, par exemple? Pourquoi c'est toujours ouais, en fait, des coups de gueule, il y en a. Ou le Lelouch ou Cohen ou... Et sans transition, le quiz, mesdames et messieurs. Et comme chaque mois, on commence avec les années de sortie. Non, on ne fait plus les titres québécois, Martial, c'est fini ça. Je m'étais habitué. Mais ça reviendrait peut-être, il y en a peut-être des nouveaux à sortir. On commence avec un film, en toute objectivité, Les Accusés, film de Jonathan Kaplan, avec Jodie Foster, cœur avec les doigts. Donc il faut trouver l'année de sortie. Oui. 84. Un peu plus vieux. 1989. J'aurais dû le dire. Je suis sûre que c'était. C'est vrai que d'habitude, t'as toujours un Van Damme ou un film moisi, et là, j'ai essayé d'être gentil, mais voilà, ça marche pour ton retour. Pierrot le Fou. 64. Pas mal. 63. 63. 1965. J'allais le dire. Il y a une culture, ce Florent, c'est impressionnant. Ouais, merci Wikipédia. Il fait son auto-quiz en fait. Ouais, c'est ça en fait. L'année de naissance de ma maman, donc c'est un peu la honte. En fait, c'est à chaque fois l'année de naissance de quelqu'un. Pour qu'on ait tous le droit de... La Belle et la Bête. Alors du coup, qui... Alors laquelle Belle et la Bête? 46. Le Cocteau? Ah non, pas le Cocteau. Ok. Hein, le Cocteau? Le Disney? Non. Le Disney. 96. 92. C'est Anthony. 92, c'est ton année. Oui, bien sûr. Cuisine et dépendance. 95 ou 96. 1810. 93. Mais c'est qui est de 93? Mes filles. Deuxième fois. Valentin. Ok. Valentin, c'est vrai. Nelly et Monsieur Arnaud. Moi, je vous donne des indices quand même. Vous remarquerez que les trois titres qui viennent de passer, il y a quelque chose et... comme mâle et fils. Donc... Ah oui. On a sauté un truc là. Faudrait qu'on sache quand est-ce qu'il est né. 95. Eh ben voilà. Le mec, il met 10 ans à tilter. L'art d'être aimé de Wojciech Has, film polonais. 1963. Tiens, je crois que mon regard était assez expressif. Falstaff, le film d'Orson Welles, un prix du 20e Festival de Cannes. 66. Ouais, alors ça c'est incroyable. Je regarde des gens, ils donnent la bonne réponse, c'est fou ça. C'est la transmission de pensée. Ouais, il va falloir que je fasse un truc. Les mâles. 71. Qui est un film de Gilles Carle, un Québécois. D'accord. Je connais pas. Pourtant, il a une petite réputation. Petite. Là-bas, surtout. 28 ans plus tard. C'est tout récent, ça.
Ouais. Le film de Danny Boyle. Le Danny Boyle qui est au retour aux manettes. 23, 2010. Bah non. 2020. Non. Le premier, c'était 28 jours plus tard. Il y a eu le 28 mois plus tard, et là, il fait 28 ans plus tard, il revient avec aux manettes. Et le film va sortir dans quelques semaines. Ok. Voilà. Donc année de sortie 2025 alors. Ouais, c'est ça. Absolument. Et comme chaque mois, une nouvelle rubrique, et ce mois-ci, elle s'appelle Actrice scandinave ou meuble Ikea. Ah non. Je vais vous donner des noms. Ah, on voit le principe. Ouais. Mais je vais vous donner des noms et vous allez me dire si c'est un acteur, une actrice, suédois ou si c'est un meuble Ikea. Alors, on commence avec. Alors, je m'excuse par avance aux habitants de Göteborg. J'ai l'accent de Stockholm, hein, donc ça peut choquer les personnes de Göteborg et des environs. On commence avec Torbjörn Iversson. Comment? Torbjörn Iversson. Ça, c'est une actrice. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est une super armoire avec des portes. Mais non. Je te jure que c'est vrai. On continue avec Börje Ahlstedt. C'est vrai que t'as l'accent de Stockholm. Bah oui, ouais, un peu marqué. C'est un placard. Alors, il a joué un placard dans Les meilleures intentions de Billy Auguste. Et il a joué aussi dans Sarah Band de Ingmar Bergman. On continue avec Jormor Rusko. Ouais, ça, c'est un meuble. C'est une desserte de table, effectivement. Ouais. Et Rusko, ça veut dire forêt brute. D'accord. Ouais. Ce qui est vraiment le cas dans les meubles Ikea, forêt brute. Si on veut un petit coup de gueule ou le documentaire qui s'intitule le Ikea, le Seigneur des forêts, mais Seigneur SAIGN, etc. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. On continue avec Hjördis Genberg. Non, mais ça, non. C'est quelqu'un. Un acteur. C'est une vraie personne. Ouais, sûr. Ou c'est un vrai placard vivant. C'est un acteur, effectivement, qui a joué dans le film qui est très connu de 1943 qui s'appelle Huetes Hotets. Qui veut dire, tu l'as compris Pascal, ça veut dire sixième coup. Un film d'Asse Ekman. Qu'Anthony, tu connais très bien d'ailleurs. Ouais. Sa petite fille, hein, tu connais, je crois. Hein, petite fille. Mais on avait dit qu'on parlait pas de ça. Oui, pas maintenant. Et on finit avec Lexle Lovers. L'armoire à glace. Ouais, c'est une chauffeuse convertible. Ah, depuis tout à l'heure, j'ai envie de dire convertible. Voilà. On poursuit avec la rubrique suivante que Martial va nous introduire. Ah oui. C'est donc ça la boîte que tu as sortie de ton C'est ça. Il se trouve que ma petite sœur, pour Noël, m'a offert un jeu sympathique qui s'appelle 3 indices, un film. Alors je me suis dit, tiens, on va l'utiliser pour la prochaine hallucinée. Merci Sandrine. Et donc, vous avez compris le principe, je vous donne 3 indices et vous devez trouver le film. Ah, c'est facile en fait, le thème. C'est comme quand je dis Kikawage dedans, c'est... Ouais, ok, d'accord, c'est pour facile à trouver. Allez, je commence. Une fête qui finit en festin. Le Grinch. Non. La grande bouffe. La suite. Un chef de la police qui a peur de l'eau. Ah, je suis désolé, Marcel. Donc, c'est les dents de la mer. J'allais dire Pascal. Je vais essayer de ne pas regarder ton écran parce que j'ai vu la réponse. Avec Pascal, on est à gauche et à droite de Martial. Allez, deuxième film. Une institutrice qui aime faire la cuisine. Là, c'est un peu plus dur, celui-ci. Hein. Des cheveux bleus. Institutrice, cheveux bleus. Non. C'est pas Spotless Mind, non? Non. Alors, troisième indice, un amour fusionnel qui finit mal. C'est pas un film. Mais les cheveux bleus, c'est pas avec Léa Seydoux? Exactement. La vie d'Adèle. La vie d'Adèle. Alors, partant des cartes, alors après, je me suis dit, allez, je vais m'amuser à les faire moi-même. Alors, là, c'est de ma propre création. Soyez indulgents. Alors, on commence. Tout ton cru. Une lettre compromettante, premier indice. Un homme amoureux de sa cousine. Ça pourrait être le petit Grégory. Hein, mais... Un homme amoureux de sa cousine. Troisième indice, un bébé enseveli dans un jardin. On n'en est pas loin. Hein. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Oui, c'est le Comte de Monte Cristo. Bravo, Alexis. Allez. Merci. Encore un petit. Un bus. Deuxième indice, un braquage. Alors, troisième indice, une cassette avec une compilation de chansons.
Un bus. Je vais dire Speed, mais non, c'est pas celui-là. Non. Le vieux film. Non, moi, c'est un braquage. C'est pas un Batman, oui, non oui, c'est l'amour ouf. L'amour ouf, bravo mais Florent. il y a Ouais, mais bien sûr. Allez, petit dernier pour la route. encore un dernier. Un bus, Tu l'as déjà dit celle-là. un braquage, C'est déjà dit celle-là, oui. un gîte. Allez, j'avance un peu. Ah, mais bien sûr, Artus. Artus, ouais. Un petit truc en plus. Un petit truc en plus. Allez, un petit dernier pour la route. Ce qui est bien avec Martial, c'est que le dernier, c'est toujours le prochain. Ouais. C'est le prochain, ouais. 3 parcours de vie bouleversants. Ça aurait pu être Maléfice, il n'y avait que 2. Mais Un réalisateur qui filme ses voisins. Ah, bah, c'est La Ferme des Bertrands. La Ferme des Bertrands. De Gilles Perret. Ouais. Voilà. joué. On a quand même entendu Quincy à une remise de César. C'est cool, Je veux quand dire, Ça le fait. ça le fait. Et encore bravo à Gilles. Rubrique suivante, et on terminera avec ça. Les enchères. Alors, vu le succès qu'il y a eu le mois dernier, je me suis dit, est-ce que je vais le refaire? Et puis finalement, si, parce que j'ai 2-3 petits trucs que je voulais placer. Ou par esprit de contradiction. Aussi, surtout. Tu commences à me connaître un peu. On va faire les frères célèbres au cinéma. Alors j'avais commencé, je m'étais dit je vais me restreindre sur les réalisateurs, mais Martial, tu les as quasi tous dit tout à l'heure. Sauf t'as pas dit, je n'ai pas entendu les frères Scott, Ridley et les frères Safdie et Tony. Les frères Safdie non plus. Ah oui. Les frères Taviani, tu as dit? Non. Voilà, les frères Russo, bon, accessoires, c'est ceux qu'on fait Avengers. Et ben moi, je vais vous demander les frangins du cinéma. Plutôt acteurs, là, pour le coup, puisqu'on a fait les réalisateurs. Ah oui. Combien vous pouvez en donner? Pas mal. Le louche en France, il y en a un qui est pas dans le. Ouais, c'est pas le même nom. Ouais, non. En plus, l'orthographe. Exactement. Non, mais parce que le frère, enfin, ils sont 2 frères. Gilles Lelouch, ouais, mais son Philippe frère, aussi. il présente des émissions, il est pas. Ah, il pas fait acteur. aussi. Il fait un petit peu. Il fait aussi l'acteur. Il est pas bon, mais Ouais. t'as raison, on l'avait oublié. Moi 2. Ah, c'est tout? Vous surenchérissez pas? On surenchérit pas, vas-y. Je crois que je vais l'oublier, cette critique, parce que c'est toujours un gros succès à chaque fois. Alors, on écoute. Moi, j'ai Podalides. Est-ce qu'ils sont tous les 2 acteurs? C'est vrai qu'ils jouent mal, mais. Et puis, Deneuve et François d'Orléac. On a dit des hommes. Hein. Des hommes. Mais c'est bien. Hein, ou oui, alors, à moins que vous ayez un truc que vous vouliez nous parler, Lucas et Valentin, comme les frères Wachowski, les sœurs Wachowski, mais a priori, on était plus partis sur des garçons. Pour les fratries aussi, il n'y a pas l'acteur qui joue le clown ça, là, il a une famille nombreuse dans le cinéma. Ouais, Phoenix. Ouais, c'est ça. Il y a pas aussi Imprononçable. les Schneider il y a Alyosha, Nils, et puis il y en a un autre qui est Valentin, je crois. Je sais plus qui est acteur. Oui, ils aussi, sont plusieurs. Ouais. Ouais. Il y a Phoenix, Joachim Phoenix, et River Phoenix. Il y a dans les réalisateurs, tu avais oublié Ben Affleck et Casey Affleck. Voilà, c'est ce que je cherchais. Ouais. Et en France, je pense aussi à Alexandre Astier qui a fait jouer son frère. Simon Astier. Sinon, les frères Culkin, dont le très bon Real Pain avec Ariane. Tu vois, en fait, il faut pas faire les enchères, il faut dire. C'est ça, on va faire tour de table collégial. Je crois qu'il y a le frère de Nolan qui écrit. Qui est producteur, exact. Christopher Nolan et Jonathan Nolan, exact. On a les Arquette aussi. Ah bah oui. Les frères Hemsworth. Pardon. Liam et Chris. Les frères Hanson. Je connais pas. Ouais. Celui qui joue Thor. Ah d'accord. Les frères Fiennes, Ralph et Joseph. Les frères Wahlberg, les frères Edgerton, les frères Quaid, Randy et Dennis. Ah ouais. Les frères Carradine, David, et ils avaient présenté le Gang des frères à Cannes une année. Les frères Stevenin, Sagamore et Robinson. Les frères Bridges, Jeff et Beau. Les frères Dillon, Matt Dillon et son frère, dont le prénom m'échappe là maintenant. Les frères Franco, James Franco, son frangin. Etc. Les frères Penn, Chris Penn et Sean Penn, les frères Baldwin, les frères Wayans, etc. Bon, rubrique suivante et la dernière pour conclure. T'as oublié quand même les frères Bogdanov. Acteurs, on a dit. Là, t'avais bon, a priori c'était des garçons, mais. A priori, on n'a jamais. Les frères Jacques. Merci. Donc on termine à combien de courts-métrages
vous pouvez me donner des courts-métrages des frères Dupuis. Évidemment, il y a 3 qui jouent pas quand même sur ce coup-là. Combien vous pouvez m'en donner? Ah, ça a bossé, ça a bossé son émission. J'ai pas révisé. Voilà, ça fait le malin, ça sort des nouvelles rubriques. En fait, ils sont très discrets sur leurs courts-métrages. Hein. C'est compliqué de les voir en ligne. Eh ben, on les réinvitera pour en parler. Ils peuvent peut-être donner eux-mêmes la réponse. Ah, oui. Moi, j'en ai trouvé 6. Vas-y, dis. Le bal de Dracula. Exact. Ah oui, il y a La beaucoup de fuite. films sur les vampires. Exact. La partie des prisonniers. Exact. Le renard noir à la cour d'Espagne. Exact. L'œil d'aigle. Ah oui, ça j'ai vu. Et l'agent Risque contre Monsieur Deschères. Exact. Il a bien tout. C'est ça. Ah, j'ai bossé un petit peu quand même. C'est ça. Et tu dois T'as trouvé par toi-même tout ça. J'ai fouillé. T'as fouillé, ouais. Incroyable. Sans l'aide de personne, promis. Bravo. Il y en a une dizaine qu'on n'a pas posté en plus dans les courts-métrages. Bah, faudra que vous reveniez alors. Ouais. Le meilleur d'entre eux, c'est peut-être le plus mémorable, c'est peut-être la partie des prisonniers. Certains festivals l'ont voulu à un moment donné, on a pu avec ça se faire remarquer. Une partie d'échecs sur un échiquier géant entre Dracula et un adversaire qui joue avec des pions humains. Voilà. Donc on a fait une espèce de réflexion autour de la mort. C'est très gai. Je conseille à tout le monde. Et celui-là est disponible en ligne. Oui. Ainsi se termine notre 21e émission des Hallucinés. Vous pouvez agripper votre plus beau baise en ville et aller vous balader, mais toujours en nous écoutant en podcast sur radiomanie.com ou sur SoundCloud, ainsi que sur les principales plateformes Deezer en cherchant Radiomanie, Spotify, Apple Music, YouTube, etc. J'en passe et des pires. Vous pouvez également glandouiller sur votre canapé ou votre Lix-le-Leveuse. Et ainsi être la chauffeuse convertible, et ainsi être fier de ne rien faire, mais en scrollant notre page Instagram. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner sur les Hallucinés, tout attaché avec un H, 2 L, 2 E et un S à la fin. Et Eudoxie, je crois que tu avais une petite pub à nous faire. Donc moi, oui, je voulais vous proposer de nous rejoindre samedi 29 mars à 19h à la salle des fêtes de Machilly pour un concert au bénéfice du sous des écoles, donc de la même ville de Machilly, donc pour les activités des enfants de cette école. Donc on va passer 3 groupes, les Marcus, qui se décrivent comme punk rock festif, sportif, mais festif aussi certainement, les Pavel, Loustic et Blue Moon. Donc voilà, 4 groupes de rock à la salle des fêtes de Machilly, samedi 29 mars à 19h. Voilà, les Hallucinés, c'est fini pour aujourd'hui. Encore merci à nos prestigieux invités, Anthony Pantaléo et les frangins Lucas et Valentin Dupuis, en leur souhaitant à tous une belle et longue carrière de réussite. Vous pouvez maintenant reprendre une activité normale. Ciao, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous.